nous excusons de cette panne indépendamment de notre volonté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci donc de nous rejoindre dans votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur de la télévision nationale qui vous parvient les dimanches à partir de 14 h. Le thème d'aujourd'hui va porter sur les VBG, encore violations basées sur le genre. Il faut rappeler le concept est un problème de santé publique. Elle constitue un obstacle majeur à la pleine participation des victimes à la vie socio-culturelle, entre autres. Selon l'Office national pour la protection du genre et des mœurs, au PROGEM, les cas de violence sont fréquents. Cependant, le viol reste en tête de liste. D'une part. De l'autre, la coalition des DCCR, droits sexuels et santé reproductive, pour le repositionnement de la planification familiale, a élaboré un plan d'action de plaidoyer sur les VBG. Les actions sont menées dans ce sens, qui sont salutaires. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est en cours d'exécution? Qu'est-ce qui doit être fait? Voilà, entre autres questions, que nous allons essayer de répondre avec des spécialistes. Nous avons autour de cette table Dr Kadia Toussi, coordinatrice au niveau de la coalition des OSC PF, et experte en planification en DCCR, Dr Gabriel Konaté, médecin légiste, chef clinique à l'hôpital Niass Dine, et commissaire Marie Gomez, directrice principale adjointe à l'OPROGEM. Voici donc nos différentes invitées. Encore une fois, chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour en savoir davantage, ne zappez pas. Restez avec nous encore une fois, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment les violences basées sur le genre. Vous pouvez donc nous joindre au 620 58 86 73. D'ici là, nous avons quelques questions pour nos invités respectifs et nous vous laisserons l'antenne un peu plus tard. Encore une fois, docteur Si et docteur Gabriel, commissaire Marie, merci de répondre donc à notre invitation. Notre première question s'adresse à vous, docteur et commissaire. Le mot docteur va revenir très souvent, mais cher public, excusez-nous, nous avons l'habitude de recevoir que des médecins sur ce plateau. Avant de nous dire quel rôle joue votre service, vous allez d'abord essayer de répondre. C'est quoi les VBG? Merci beaucoup, Madame Sissoko, de m'avoir donné l'opportunité d'être au plateau de la RTG cet après-midi. Les VBG, comme son nom l'indique, signifie violence basée sur le genre. Autrement dit, c'est des violences sexo-spécifiques. Pourquoi sexo-spécifiques? Parce que ça intéresse non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Autrement dit, c'est des violences ciblées. Mais la prise en charge juridique de ces violences sont prises en charge par le ministère de la Sécurité à travers le PROGEM. Et vous n'êtes pas sans savoir que le PROGEM est représenté à une compétence nationale, elle est représentée dans les 33 préfectures du pays. Mais ce n'est pas toutes les violences qui sont des infractions à la loi pénale. Il y a des violences qui sont là, qui ne sont pas des infractions à la loi pénale. Je donne un exemple. Et le patron qui donne la dépense à son épouse pour préparer, et madame refuse de préparer, c'est une violence que madame a faite envers son mari, mais ce n'est pas une infraction à la loi pénale. D'accord. Par contre, monsieur peut donner la dépense à son épouse, madame prépare, le patron refuse de manger. C'est une autre forme de violence, mais elle n'est pas une infraction à la loi pénale. Très bien. Alors, c'est des détails qu'on ne va pas trop tenir compte. Monsieur n'a pas préparé. C'est des formes de violence, mais comme vous l'avez dit, qui ne sont pas prises en compte. Docteur Gabriel, on n'a pas encore fini, mais cette définition de commissaire Marie, le dénominateur, c'est valable pour les médecins légistes aussi? D'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Par rapport à la définition exacte même, il faut voir la violence. C'est quoi la violence? C'est tout acte perpétré contre une personne, et c'est tout acte aussi perpétré contre la volonté de la personne, qu'elle soit basée sur les différences sexuelles. Comme elle a dit, les VBG, ça englobe tout le monde.
les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, etc. Donc voilà un peu la différence qu'il y a entre, sur le plan pénal, la définition des VBG, et sur Donc, le plan médical, donc- la définition de la violence. D'accord, pas grande différence quand même. Donc, le commissaire Marie, quel est le rôle donc de l'OPROGEM dans la prise en charge des violences sexuelles? Au fait, le projet est là pour réprimer. D'abord, tous ceux qui sont à le projet sont des officiers de police judiciaire. D'accord. Donc, ces officiers de police judiciaire ont pour rôle de constater l'infraction à la loi pénale, réunir les preuves, arrêter les auteurs et les envoyer devant les tribunaux. Donc, toute victime qui vient vers nous, soit liée pour des infractions liées au VBG, nous les référons à la médecine légale. Ok. Docteur Gabriel est là, il peut en témoigner. Pas plus qu'avant-hier, on lui a même référé une victime. Donc nous faisons une prise en charge juridique des VBG, des victimes des VBG. Alors, Parce que si nous ne formalisons pas les documents y afférents de ces victimes, elles ne peuvent pas être rétablies dans leurs droits au niveau de la justice. alors, on a donné quand même, vous avez cité, il y a plusieurs formes de VBG, mais on a spécifié ici le viol. Comment, pas la prise en charge, en tout cas, c'est le cas le plus quand même répandu, n'est-ce pas? Oui, oui. Parmi toutes les violences, la violence la plus courante, c'est ce que vous venez de dire, c'est le viol. Et la majeure partie des personnes que nous recevons chez nous sont des mineurs. Donc, c'est des moins âgés. C'est des couches vulnérables. Et lorsqu'elles sont victimes de viol, elles viennent chez nous avec leurs parents. A priori, nous les référons à la médecine légale. C'est après la médecine légale que ces mêmes personnes reviennent chez nous pour que nous les entendons sous procès verbal avant d'envoyer le document devant les tribunaux compétents. D'accord. Donc la majeure partie, c'est les petites filles qui sont victimes de viol. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des grandes personnes aussi qui sont là, qui sont victimes de coups et blessures. Ça, c'est les violences physiques. Donc, nous recevons toutes sortes de violences là-bas. Toutes sortes de victimes. On va donner plus Voilà. d'explications à ce cas de viol. Nous allons nous tourner vers Dr Si. Je le disais tout à l'heure que vous êtes membre de la coalition OSC PF. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cette entité, Dr Si. Merci beaucoup et je vous remercie également pour m'avoir donné cette opportunité. D'abord de prendre contact avec ma sœur Marie de OPROGEM, mais aussi mon collègue de Ignace Dine pour la prise en charge médicale. Et également, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette coalition des organisations de la société civile qui évoluent dans le domaine de la planification familiale. La coalition des OSCPF, en fait, c'est une plateforme d'organisations non gouvernementales qui a été mise en place dans les 9 pays du partenariat de Ouaga. Et cette initiative est née en février en 2011 lors de la réunion du partenariat de Ouaga qui a regroupé l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et des partenaires techniques et financiers pour discuter en fait du développement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui semblaient être en retard par rapport aux autres pays africains. Donc cette rencontre a fait un constat que la planification familiale est une stratégie de développement. Vous savez que quand la femme est planifiée, elle espace les naissances, ce n'est pas pour arrêter les naissances, c'est espacer les naissances, donc ça donne une opportunité à bien élever les enfants, mais aussi ça donne une opportunité à la femme de reconstruire son corps et de rester en bonne santé. Mais le constat a été que dans nos pays africains de l'Ouest, la prévalence contraceptive était très basse. D'accord. Et qu'une des causes de
cette prévalence qui était basse était due au fait que les ONG étaient moins impliquées dans la planification familiale. Donc, l'idée d'impulser les organisations de la société civile dans le repositionnement de la planification familiale au niveau de ces 9 pays est née de cette rencontre. Oui. Et quand l'idée est née, ils ont élaboré un projet après cette réunion. IntraHealth International a élaboré un projet de renforcement des capacités de ces organisations de la société civile pour pouvoir aider les gouvernements respectifs des pays qui étaient présents pour accompagner le gouvernement à travers les ministères de la Santé pour la mise en œuvre de leur plan de repositionnement national. Donc, ce projet a accompagné cette société civile en Guinée. Il faut noter que notre coalition a été mise en place en 2015. Donc, elle a fait partie des derniers pays à mettre en place cette coalition. Mais aujourd'hui, cette coalition a déjà égalisé les autres pays et on est au même niveau. Et vous si le pensez, docteur? Bien sûr, ça c'est... Très bien. Allez, donc, nous écoutons. Donc, ces OSC accompagnent le ministère de la Santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan de repositionnement de l'APF. Et comme mon collègue de Ignace Dine l'a dit, la violence basée sur le genre, c'est interdire à quelqu'un de son besoin, de l'interdire, de satisfaire à son besoin, si ce besoin est tout à fait normal. Donc, si la coalition des OSC s'implique dans les VBG, vous allez comprendre que c'est normal parce que nous évoluons beaucoup avec les adolescents et les jeunes et on parle beaucoup de la planification familiale au niveau des jeunes, on parle beaucoup des grossesses non désirées et tout ça, donc vous allez comprendre pourquoi la coalition s'implique dans les VBG. Mais vous êtes experte en plaidoyer et en DCCR. Hein? Oui. Alors, il y a une spécification par ici. Bon, en fait, les droits en santé sexuelle et reproductive, la santé de la reproduction, vous savez que c'est pas seulement l'handicap, c'est en fait la santé de l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement qui constitue la santé de la reproduction. Donc, par rapport à la santé de la reproduction, il y a des lois. Par exemple, la loi SR de 2010 qui autorise à chaque femme de se planifier si au désir de prendre une planification familiale. Cette loi, elle existe, mais aujourd'hui, la plupart des jeunes qui ont commencé des rapports sexuels, par exemple, et qui tombent enceintes, qui abandonnent leurs études, parfois on les interdit de prendre les méthodes contraceptives malgré qu'ils ne choisissent pas l'abstinence, parce que c'est l'abstinence qui est la meilleure méthode normalement que nous recommandons dans nos cultures, dans notre... Mais si les jeunes, certains n'arrivent pas à faire cette abstinence, je pense que la loi Esther les protège de prendre des méthodes contraceptives pour éviter de tomber enceinte et de mourir. D'accord. Donc, il y a plein de lois par rapport aux avortements, par rapport au VIH, qui sont des composantes de la santé de la reproduction. Donc, c'est pour ça que je fais partie de ces équipes. Vous faites partie de cette équipe qui travaille en synergie. Ouais. Surtout vous deux, l'OPROGEM et les médecins, en tout cas les médecins légistes, vous travaillez étroitement. Elle a dit tout à l'heure, dès que les victimes sont à l'OPROGEM, dans leur service, ils réfèrent ces victimes chez vous. Pour faire quoi? La prise en charge. Dites-nous comment ça se passe, docteur Gabriel. Eh bien, pour cette prise en charge, elle est très simple. Il y a tout un processus qui est mis en place à la base, à partir de l'OPROGEM. Lorsque les victimes sont là, elles portent plainte. Et vous savez, la médecine légale est un maillon de la chaîne pénale. Qui contribue toujours à la manifestation de la vérité. Donc, pour qu'il y ait une action pénale, il faudrait que, à la base, avec l'OPROGEM, qu'on soit référé. Alors, lorsque nous recevons la réquisition à médecin avec une définition de la mission, soit c'est un viol, soit c'est une agression sexuelle, soit c'est des VBC, des CBV,
Notre plan est le suivant. D'abord, nous recevons la victime, nous l'écoutons, on remonte les faits en présence des parents. Et lorsqu'il s'agit maintenant de faire l'examen proprement dit, tout le monde est mis au dehors. C'est-à-dire que nous sommes là simplement qu'avec la victime. Parce qu'en présence des parents, elle peut cacher certaines données. Donc nous essayons de rassurer cette victime qui nous dit tout, mais qui n'a pas tout dit à ses parents. Donc on a une façon... Est-ce que parfois la victime aussi ne peut pas cacher certaines choses au médecin? Mais vous savez, il y a l'approche médicale qu'il faut essayer de bien faire. Rassurer la victime pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Est-ce que c'est le rôle de médecin légiste Oui, ou bien de sûr. psychologue? Non, nous on le fait pour que la victime soit à l'aise avant l'examen gynécologique, parce qu'il faudrait la rassurer. Il ne faudrait pas qu'elle revienne dans un second état de violence. Okay. Donc quand elle est là, nous essayons de la rassurer. On s'amuse, on pose des questions tranquilles, parce qu'il peut arriver que ce qu'elle dit et ce que nous on va voir à l'examen gynécologique, c'est différent. Donc il faudrait, quand elle vient par exemple pour un cas de viol, est-ce que c'est une première fois? Est-ce que c'est une deuxième fois? Elles vont toujours dire non, nous c'est la première fois. Mais à l'examen, on sait déjà que ce n'est pas une première fois. Alors vous avez la possibilité de savoir que ça a été répété? Oui, parce que là, la défloration, elle est là. Okay. Si c'est un viol récent, il y a des traces traumatiques. Il y a des lésions traumatiques visibles. Mais si c'est un viol qui est ancien, mais l'acte est récent, c'est différent. Et ça se répète toujours dans nos conclusions. Et lorsque la victime est là, après examen, nous concluons à une défloration imminente ancienne, ça veut dire qu'elle a été déflorée anciennement, mais l'acte peut être récent. Mais si on n'a pas de traces visibles, on ne donne pas de conclusion médico-légale. C'est ce qui fait un peu la difficulté de l'interprétation de nos conclusions médico-légales au niveau de l'OPROGEM pour que, quand même, le dossier soit transmis à qui de droit. Donc, on a toute une structure pour examiner la fille. Si nous avons des difficultés par rapport à l'examen gynécologique, on réfère à un spécialiste qui va nous déterminer quand même l'état de l'hymen. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'hymen. Il peut y avoir un viol sur un hymen complaisant. Un hymen complaisant, c'est un hymen comme un caoutchouc. L'homme, il peut faire un attouchement ou bien faire un acte sexuel et l'hymen revient. Okay. Donc, ce sont des complexités d'examen qui font que des fois, on fait recours au sapiteur, à un gynécologue, pour nous donner exactement l'aspect de l'hymen. En parlant tout à l'heure, vous avez mentionné le viol, la violence sexuelle. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Le viol, par définition, avec le code de procédure, le code pénal, c'est toute pénétration contre la volonté de la victime. Maintenant, les violences sexuelles, il y a plusieurs formes. Ça peut parler de l'harcèlement sexuel, de l'exhibitionnisme, etc. Il y a plusieurs catégories d'agression sexuelle. Alors, c'est un peu compliqué. Violence sexuelle, il y a plusieurs catégories. Énumérez-en, certains. Les violences, agression sexuelle. Agression sexuelle. Il y a le viol, il y a l'harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, est-ce qu'au projet on prend ça en compte? On va demander à Dr Marie, parce que oui, elle va répondre c'est à eux de définir les actes médicaux. D'accord. Docteur, on parle commissaire, il a parlé, docteur Gabriel a parlé la prise en charge médicale. La prise en charge juridique, ça se déroule comment sur vous? Sur quoi vous basez pour définir un cas de viol? Pour qu'une infraction à la loi pénale soit retenue, il faut l'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal. Il faut ces trois éléments pour qu'une infraction soit définie, pour que ce soit une infraction à la loi pénale, pour que ce soit un fait qui est interdit par notre code pénal. Ça veut dire que cette infraction est condamnée et réprimée par notre code pénal. Et ce qu'il dit, c'est vrai, il y en a qui viennent chez nous, il y a des personnes qui viennent chez nous pour nous dire « Ah, j'ai été harcelé par tel, mon patron. » Mais nous, c'est les preuves. Si vous n'avez pas de preuves, nous ne pouvons pas poursuivre, nous ne pouvons pas engager une poursuite, une interpellation. Est-ce que vous tenez compte des preuves verbales, par exemple, une femme qui a été harcelée au service? Comment vous gérez ce genre de dossier? En tout cas, est-ce que vous référez ça aussi
Chez les médecins légistes, non. Non, on ne réfère pas ces personnes chez le médecin légiste. C'est les viols et les cas de violence Exactement, sexuelle. pas chez le médecin légiste. D'accord. Les étapes pour que ça soit, vous avez cité les 3. Oui. Comment la transition se fait au niveau des médecins légistes? Et ça, c'est les violences sexuelles qu'on réfère le plus souvent et les causes de blessures parce que il y a des victimes qui viennent chez nous qui sont complètement blessées, l'atteinte à leur intégrité physique, à cause de blessures sur tout le corps. Et quand c'est comme ça, nous la référons toujours à la médecine légale. C'est au médecin légiste de faire son rapport et d'indiquer dans le rapport médico-légal la gravité de la blessure parce que nous tenons compte de l'ICT. C'est-à-dire L'incapacité de temps de travail. Ok. Donc, c'est lorsque nous référons ces personnes victimes, que ce soit des violences physiques ou des violences sexuelles à la médecine légale, mais pas les violences verbales. Ok. Pas les violences. Les autres violences, nous les référons à la médecine légale, mais pas les violences verbales. Non. Très bien. Docteur, si je disais tout à l'heure, vous êtes experte, vous êtes de la coalition des OSC et PF, mais vous êtes experte en plaidoyer en DCCR. D'accord? Oui. Allez-y. Bon, mais, bien sûr, je suis expert dans le projet Amplify Change, financé par Amplify Change, qui appuie les activités de lutte contre les VBG en Guinée. Et je suis recrutée pour accompagner la mise en œuvre de ce projet auprès de la coalition. En fait, tout à l'heure, vous m'avez dit, vous êtes experte en VBG et comment Experte ça, en plaidoyer. en plaidoyer, oui. et on est en VBG. Je voudrais Voilà, il faut nous recadrer un en petit fait, peu. le projet Amplify Change, je voulais un tout petit peu expliquer D'accord, un tout petit pour qu'on peu. comprenne pourquoi on est dans le plaidoyer. D'accord. En fait, le projet Amplify Change, c'est un projet d'activité de plaidoyer pour la performance des politiques et stratégies en matière de droits en santé sexuelle et reproductive. C'est 4 organisations internationales, ONG internationales, qui se sont retrouvées pour élaborer ce projet et l'appliquer dans 4 pays. La Guinée, le Niger, le Burkina et le Mali. Et dans ce projet, il y a 4 volets. Il y a le volet violence basée sur le genre, les thématiques prioritaires du projet. Il y a les VBG, il y a l'accès aux services de santé et de la reproduction, il y a la lutte contre les avortements, il y a la lutte contre la stigmatisation et la ségrégation, et puis il y a la santé des adolescents, la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Donc, dans ce projet, il était question que chaque pays développe des actions très stratégiques, des forums, un forum national et un forum municipal. Et il y a une étude de base dans chaque pays qui a montré le niveau de mise en œuvre des lois en matière de santé et de la reproduction. On a des lois qui protègent les individus, mais l'application des lois pose problème. Et il y a plusieurs facteurs qui jouent dans la non-application de ces lois. Ce n'est pas seulement au niveau de la justice, mais ça part de la communauté jusqu'au niveau de la justice. C'est toute une chaîne. Tout à fait. Donc, le projet donnait l'opportunité à la coalition d'organiser un forum municipal pour discuter avec les communautés et les responsables des départements décentralisés au niveau de la commune et de partager les résultats de l'étude qui a été faite au niveau national. Donc, notre forum municipal a eu lieu à Koya. Et lors de ce forum qui a regroupé 50 participants, financé par Amplify Change, il y a eu des présentations. On a demandé au directeur préfectoral de la santé de nous présenter les indicateurs de santé de Koya. Parce que les rapports de l'évaluation stratégique du pays ne montraient pas les détails par préfecture ou par commune. Donc on a dit, pour compléter les données nationales, il faut avoir les données communales. Quand il nous a présenté
Ce qui a attiré l'attention de la rencontre, c'est les violences sexuelles et les viols. En moins de 3 mois, on est passé de 10 à près de 50 viols. Alors, dans les 5 thématiques que je vous ai parlé tout à l'heure, chaque pays devrait identifier une thématique qui va lui permettre d'élaborer un plan de plaidoyer. Et ce sont ces rencontres des forums nationaux et forums municipaux qui allaient aider à dire qu'on va faire un plan sur VBG ou on va faire un plan sur accès aux services, ainsi de suite. Et donc, nous, après le forum municipal, on a fait le forum national qui a eu lieu à Conakry ici. Donc, les 2 forums réunis nous ont montré que c'est les violences basées sur le genre et spécifiquement les viols qui étaient prédominants dans le pays. Donc, on a décidé qu'on va faire un plan de plaidoyer sur ces thématiques de VBG. C'est comme ça qu'on se retrouve dans VBG. On se retrouve dans VBG. Voilà. Les journalistes aussi ont été formés dans ce Tout à sens fait. pour Donc, mieux divulguer comme les j'ai informations. dit, pour l'application des lois, nous savons que ce n'est pas seulement la justice, c'est depuis la famille jusqu'en haut. Donc, dans le plan, on a ciblé les différents niveaux. On a confié la mise en œuvre à 10 organisations non gouvernementales affiliées à la coalition, dont les journalistes, le réseau des journalistes qui gère le projet, cette émission, les émissions de santé. Donc, on a ciblé les religieux. Donc, il y a une ONG qui a travaillé avec les religieux, les leaders religieux et communautaires pour faire un plaidoyer à leur niveau, pour leur adhésion, parce que nous savons que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les religieux, mais beaucoup de religieux s'opposent à exposer un homme qui a violé une femme pour aller à la justice. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer le viol et les violences toujours comme un tabou? Voilà, comme un tabou. Donc on a ciblé ces leaders religieux et traditionnels. Toute une activité a été réalisée à ce niveau. Ensuite, on a ciblé les services de sécurité et de gendarmerie. Et donc, le service de Mali était là et c'est Ebenezer International qui a travaillé avec eux. Donc, là également, on a fait un plaidoyer avec eux. C'est en ce moment on a compris l'ampleur davantage de ces cas de viol quand au projet est venu présenter les statistiques. On a également ciblé le ministère de la Justice. Et là, c'est surtout le ministre de la Justice qu'on a voulu. Et je profite de cette émission vraiment pour faire un plaidoyer très fort pour qu'il accepte de nous signer le mémorandum. Parce qu'on veut avoir un mémorandum d'entente avec le ministre même qui signe le mémorandum entre nous, qui nous permet d'appuyer, d'approfondir le travail. D'aider les dossiers, par exemple, que la médecine légale va confirmer et au projet, mais également et tout ça. Donc, on peut aider à accompagner les victimes jusqu'à la fin du processus judiciaire. On peut accompagner les services judiciaires. Mais pour ça, on veut que vraiment on ait l'autorisation du ministre de la Justice. D'accord, donc le processus est loin, le mémorandum est déjà dans son bureau. On attend et on espère qu'il va signer. Avant la fin de cette émission, vous allez encore faire passer le message. Certainement, il va l'entendre. Il va l'entendre et s'il l'entend, le mercredi, la rediffusion. En tout cas, on plaide très fort pour qu'il accepte de nous Avant de suivre l'élément de reportage, je parlais tout à l'heure, est-ce que le sujet est toujours tabou aujourd'hui dans la communauté? Le tabou est brisé. Oui, c'est en train. Le tabou est brisé, raison pour laquelle il y a assez de dénonciations avec les différentes sensibilisations des ONG, de la presse en général, la presse en ligne, l'audiovisuel, avec toutes les couches confondues. Actuellement, le viol est un sujet vraiment... qui n'est plus tabou. Qui n'est plus tabou. Je pense que même c'est ça qui fait que les cas sont de plus en plus nombreux, parce que les gens n'osaient pas dénoncer. Maintenant, avec la liberté et tout ça, on va revenir tout à l'heure, commissaire Marie, avec les chiffres, parce que les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. Et sur vous, on va comparer si c'est pareil. Mais si l'élément est prêt, on peut suivre ça avant de continuer. Et puis laisser les téléspectateurs qui sont curieux de poser des questions à nos éminents médecins et commissaires.
sur un individu contre sa volonté, quel que soit le sexe, est considérée comme une violence basée sur le genre. Cette violence résulte de discriminations ou d'inégalités relatives au genre. Les violences basées sur le genre englobent diverses formes que subissent des personnes de tout genre, telles que le viol, le mariage d'enfants, les violences sexuelles et psychologiques. Dans le domaine des VBG, pour la prise en charge des VBG, il y a des préalables qui doivent exister. Et ces préalables dépendent de plusieurs structures, de plusieurs secteurs. Et en tant qu'individu, il est difficile pour toi de mettre tous ces préalables en place, de mettre les moyens d'intervention en place, de mettre aussi les moyens d'évaluation en place. On ne peut le faire que lorsque on s'exprime en termes de personnes morales, d'institutions avec plusieurs volets d'intervention ou bien plusieurs sous-structures. Donc, notre ONG a pour objectif de créer un microcosme dans lequel il va mettre en place tous ces préalables, mettre en place toutes les dispositions, au moins l'optimum des dispositions qu'il faut pour une bonne prise en charge des VBG et assurer une petite norme à une échelle que nous pouvons maîtriser pour devenir, parce que notre rêve c'est de devenir un tremplin, c'est-à-dire un exemple par lequel on va s'étendre peut-être à d'autres organisations. Le préalable d'abord c'est de chercher tous les spécialistes et toutes les personnes ressources qui peuvent être utilisées dans le cadre de la prise en charge des violences basées sur le genre. Ça c'est un. Deux, il faut former ces personnes. Il faut les former. Ces personnes doivent être associées à la spécificité de la prise en charge des violences basées sur le genre, chacun dans son domaine. Parce qu'il faut comprendre que la prise en charge des violences basées sur le genre est multisectorielle, multidisciplinaire. Et il faut aussi voir le niveau des lois, au niveau des textes et lois. Parce que ça ne se limite pas seulement à la chose physique. La réglementation des activités dans le pays, vous devez le voir. La réglementation de la prise en charge, la spécificité de votre pays quant à ce qu'on appelle violence basée sur le genre ou pas. Et maintenant, la phase suivante, c'est de la mise en œuvre de la prise en charge spécifique. Mais actuellement, ce que je déplore un peu, c'est que la lutte contre les violences basées sur le genre ne soit pas encore bien coordonnée. Il y a des fonds, il y a des activités, mais tout est décousu. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des fonds qui sont utilisés, mais les résultats ne sont pas matérialisés. Ce fléau prend une proportion inquiétante à travers l'Afrique de l'Ouest. En Guinée, sur les cas de violence enregistrés, le viol occupe la première place selon l'Office national pour la protection du genre et des mœurs au PROGEM. Près de 400 femmes sont victimes de violences basées sur le genre, malgré les efforts du ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes, la coalition de l'organisation de la société civile et d'autres services compétents. Les violences basées sur le genre deviennent une problématique préoccupante. Quand on prend un peu les violences basées sur le genre, nous avions nos axes stratégiques. C'est-à-dire quand on prend ces axes stratégiques, les violences basées sur le genre font partie des axes stratégiques. Donc quand on prend le concept même de violence basée sur le genre, c'est en tout qui se regroupe parce qu'il y a plusieurs violences. Donc quand on prend ces violences qui se regroupent au niveau des violences basées sur le genre, dont le genre qui existe déjà, ça peut être le manque d'éducation, ça peut être les problèmes liés au mariage d'enfants, ça peut être les questions liées aux violences sexuelles, ça peut être les questions liées aux discriminations sociétales et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est exactement sur cet axe que nous travaillons de manière essentielle à promouvoir et à protéger les droits des enfants, des jeunes filles en particulier, tout en amplifiant leur voix. Mais maintenant, on peut compter à plus de 100 et quelques jeunes filles que nous avions, par exemple, sauvées du mariage d'enfants, des trentaines de cas de viol que nous avions gérés. Quand on prend, par exemple, l'axe spécifique de Conakry, maintenant à l'intérieur du pays, avec les autres antennes et tout, elles font de même que nous, que ce que nous on fait à Conakry ici. Donc, ce qui est quand même intéressant. En ce qui concerne les données du globe, cette année, on a mis une stratégie en place de base de données qui va nous permettre de récupérer certaines de nos données qu'on n'avait pas enregistrées et continuer à enregistrer nos informations afin de nous permettre d'avoir les statistiques exactes du nombre de personnes dont on vient en aide et voir un peu l'impact que ça peut y avoir au sein de la communauté.
Et on travaille avec les partenaires au développement, notamment UNFPA, notamment Plan International Guinée, notamment UNICEF, notamment je crois l'OMS par moment, et voilà, et tout ce qui s'ensuit. Il y a assez de partenaires, la COFEL, il y a assez de partenaires avec lesquels on travaille de manière directe ou indirecte. On travaille directement avec le gouvernement, parce que avec les différents plaidoyers qu'on fait le plus souvent, ça arrive à impacter directement. Quand on prend par exemple le code civil qui n'était pas en harmonie avec le code de l'enfant ou le code pénal sur les questions liées au mariage par exemple, où on disait que la fille pouvait se marier à l'âge de 17 ans tandis que le garçon pouvait se marier à l'âge de 18 ans, ce qui n'était pas conforme avec les autres codes qui stipulaient que les filles par exemple doivent se marier à l'âge de 18 ans et les jeunes hommes aussi à l'âge de 18 ans. Donc c'est un plaidoyer que nous avions porté en 2018 qui a porté fruit avec les autres organisations. Donc heureusement, avec la révision du Code civil, je pense que ça a été pris en compte. Et maintenant, le mariage d'enfants, l'âge légal du mariage est à 18 ans. Outre ces acteurs, les ONG, les jeunes leaders, les religieux, les journalistes spécialisés en droits sexuels et santé reproductive, DSSR, multiplient les messages dans le pays, surtout auprès des communautés, pour le respect strict des textes de loi. Retour donc sur le plateau, Dr Si, Dr Gabriel et commissaire Marie. Est-ce qu'on peut faire une petite lecture sur ce que nous venons de voir? Il y a d'autres structures qui sont avec vous, qui ne sont pas sur ce plateau. On a vu une ONG de la place, Dr Soko, et puis le Club des jeunes filles leaders de Guinée également. Alors, au passage, docteur, Si, une petite lecture sur le reportage, s'il vous plaît, rapidement. Bon, je pense que sur ce reportage, on fait deux constats. Il y en a qui reconnaissent les efforts qui sont en train d'être loués dans le domaine de la lutte contre les VBG, mais il y en a qui pensent qu'on fait beaucoup de choses, mais pas de résultats. Je pense que les résultats, c'est tout un processus. L'impact ne se voit pas immédiatement après l'activité, c'est des années après. Sinon, aujourd'hui, dans nos familles et dans la communauté, ce qui se faisait, ce qui se disait, a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. La communication a changé avec les enfants et les parents. Et même la dénonciation de ces genres de violences, ça a beaucoup changé. Je pense que l'impact... C'est au fur et à mesure. C'est en train d'avancer pour les yeux qui observent très bien. Je pense les yeux de lynx, je pense que c'est en train d'avancer. Même si c'est un peu lent, mais si on voit depuis 5 ans l'avancée qu'on est en train de faire dans le cadre de la dénonciation, même dans le cadre de la justice. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, on a condamné un violeur à quelques années de prison et même de l'amende. Je pense qu'avant, ça ne sortait pas de la famille. Ça ne sortait pas de la famille et je pensais que c'était moins fréquent. Donc je pense que c'est un processus et on arrivera. De longue haleine. Je suis convaincue. Votre lecture, docteur Gabriel? Bien oui, pour rejoindre un peu docteur Si, vous savez, toute chose, il y a un début et on avance progressivement. Avec docteur Soko, on a fait une tournée quand même de sensibilisation, parce qu'il y avait des difficultés d'interprétation de nos conclusions médico-légales, pour qu'au moins la loi soit dite. Donc on a fait une tournée, lui et moi, dans presque tout le pays, pendant 21 jours, pour non seulement expliquer le phénomène des VBG, et voir maintenant comment sanctionner. Donc il fallait interpréter toutes les données médico-légales, parce que dans les autres régions, il n'y a pas de médecin légiste. Bon, je profite aussi de ce plateau pour dire que dans une semaine, on aura 8 médecins légistes qui vont sortir. Des universités? Oui, il y a eu un DES de médecine légale que le professeur Hassan a dirigé. Maintenant, ils sortent médecins légistes dans une semaine. Très bien, félicitations. Donc, ça va servir aussi aux autres. Résultats. Hein, voilà, le résultat est là. C'est progressif, on arrive. C'est vrai maintenant que le phénomène n'est plus tabou, mais c'est un travail de longue haleine qui doit être fait. Docteur, commissaire Marie, on a parlé des chiffres quand même qui sont vraiment alarmants, hein, surtout à votre niveau. Oui, les statistiques que moi je vais donner, les chiffres sont vraiment alarmants.
Parce que ce que je donne, c'est une statistique nationale de l'OPROGEM. N'oubliez pas, il y a d'autres structures qui sont sur place aussi, qui font le même travail que nous, des officiers de police judiciaire comme la gendarmerie. Mais n'oubliez pas, il y a les médecins aussi qui ont leurs chiffres aussi, il y a les ONG. Donc ce que je donne, c'est uniquement pour l'OPROGEM. Ok. Et pour l'année 2019, nous avons enregistré 393 cas de viol. Pour le semestre de l'année 2020, 148 cas. Et nous avons commencé à faire la collecte au niveau de nos représentants préfectoraux et régionaux pour couvrir l'année. Très bien. Alors, 2019-2020, il y a eu C'est quand même... près de 500. Ouais. Et chez vous, docteur, les chiffres sont aussi oui. alarmants? Ben oui, très alarmant. Très alarmant. Vous comparez les chiffres chez vous et le projet, non? C'est pas la même chose. Ça se recoupe des fois. D'accord. Mais je travaille beaucoup avec Marie des fois. Lorsqu'on est dans des séminaires, on est obligé, avec le colonel Silla, une fois à Mariador, on avait besoin des statistiques de l'OPROGEM pour pouvoir publier ça. Donc au niveau de la médecine, service de médecine légale, du 1er janvier au 20 novembre, c'est-à-dire avant-hier, on a totalisé 2351 victimes. C'est réparti comment? Les hommes, on a eu 885. Les femmes battues, 1074. Maintenant, au niveau des agressions sexuelles, nous avons fait une catégorisation. Les filles de plus de 12 ans, on a 247. Les filles de moins de 12 ans, c'est-à-dire les prépubères, on a 145. Donc, vous voyez un peu, sur à peu près 10 victimes examinées par jour, les agressions sexuelles, notamment le viol, constituent les 80% des activités médico-légales au service. Très bien. Je crois que c'est la deuxième partie. Les téléspectateurs vont commencer à nous appeler. On n'a pas assez de temps. On va voir comment, quels sont les moyens de prévention, quels sont les mécanismes, commissaire Marie, que le projet met en place pour du point de vue mécanisme, réduire un peu ces cas de viol. Moi, je propose la mise en place d'un centre de transit pour les femmes victimes qui vont rester afin que la solution soit trouvée à leurs problèmes. Parce que j'ai quand même été dans certains pays comme Kigali. Il y a un centre de transit pour les victimes de VBG. Un centre qui reçoit ces victimes, les retenir jusqu'à ce que la solution à leurs problèmes soit résolue. Voilà. Ça, c'est un aspect. Mais la création d'un centre d'écoute aussi, ce sera salutaire, moi, je pense. Nous n'avons plus de temps. Je ne sais pas, le numéro est déjà affiché. Les derniers mots pour chacun, docteur Gabriel, avant de clôturer. Nous n'avons pas d'appel pendant que ça parlait et le téléphone sonnait. D'accord. Rapidement, docteur Gabriel. Bien, alors pour donner un peu de l'élan et puis essayer de mettre fin réduire ce phénomène, je pense que tous les acteurs doivent s'impliquer. C'est vrai, nous avons des textes de loi, mais qui ne sont pas appliqués. Et il faut sanctionner. Tant qu'on ne sanctionne pas, je ne pense pas qu'on pourra voir le bout du tunnel. Nous avons nos conclusions médico-légales qu'on essaie de remettre à la structure requérante, mais des fois ça se bloque. Il y a les pesanteurs socio-culturels qui sont là, les familles, les religieux, même l'administration bloque la procédure judiciaire. Il faudrait que ça cesse. Sinon, c'est alarmant quand même. Docteur Si. Bon, pour moi, je pense que la prévention des VBG, c'est un problème entier. Si l'on voit les cas de viol, parfois c'est des jeunes qui sont drogués, qui violent les filles. Parfois, les filles viennent côtoyer les garçons pour chercher de l'argent. Je pense que la prévention doit être très réfléchie. Au niveau de la lutte contre la drogue, l'intoxication des jeunes, la lutte contre la drogue, si on agit à ce niveau, on réduit vraiment
la drogue au niveau de la couche juvénile, on peut réduire aussi beaucoup les viols. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau de la famille, je pense que la communication entre les parents et les enfants, les parents doivent accepter que le monde a changé, ils n'ont qu'à communiquer avec leurs enfants. Vous savez, dans notre société traditionnelle, les excisions, il y avait toute une éducation sexuelle à l'intérieur de ce phénomène, quand on fait la campagne d'excision. C'est vrai que l'excision, c'est une violation flagrante des droits de la fille. Mais il ne fallait pas jeter le bébé et l'eau en même temps. On pouvait lutter contre l'excision en gardant le volet éducation sexuelle. Aujourd'hui, je pense que le ministère de l'Éducation est en train de faire un effort très important dans l'introduction de l'ECS dans le curriculum. En fait, on doit apprendre à l'enfant depuis le bas âge de connaître son corps, d'aimer son corps, et que le sexe, c'est un membre comme les yeux, comme le nez, comme le bras là. Donc, il faut que l'on accepte de développer ces concepts d'éducation sexuelle complète depuis le bas âge. Ce n'est pas apprendre l'enfant à faire des bêtises, mais c'est à l'apprendre à connaître son corps et à aimer son corps et à dire non à un homme. Donc, je pense que ce volet ECS, c'est le volet communication parents-enfants, le volet lutte contre la drogue et surtout l'implication des organisations de la société civile dans l'accompagnement des dossiers. Je pense que nous devons faire des efforts dans ces domaines-là. Très bien. Je crois que c'est sur ces moyens de prévention, les moyens de lutte contre, pour réduire en fait ce phénomène de viol, de violence sur le genre, que c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir, Dr Si. Je rappelle que vous êtes coordinatrice au niveau de la coalition des OCPF et experte en plaidoyer en DCCR, et Dr Gabriel Konaté, médecin légiste, chef clinique à l'hôpital Niazine, commissaire Marie Gomez, directrice principale adjointe à l'OPROGEM, Office national, Office national de protection, vous avez dit, voilà, de l'OPROGEM, qui étaient donc nos différents invités. Merci donc d'avoir répondu massivement à notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine le dimanche prochain pour parler d'autres thématiques dans cette émission. Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos malades alités partout à Conakry et à l'extérieur. Moi, je profite pour dire prompt rétablissement à mes deux grand-mères, ma tante Hawa Sidibé et ma tante Yaka Yula depuis Matam, et à tous les autres malades alités dans les différentes structures sanitaires. L'équipe du jour, merci à vous d'avoir concocté et réalisé cette émission. Respectez les gestes barrières. Il faut mettre les casques, le masque. Et se laver les mains régulièrement. Le virus circule toujours. On se retrouve le dimanche prochain pour d'autres thématiques. Merci et prenez soin de vous, de votre environnement.